Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau débriefing de François. Nous recevons Maître Ludovic Heringuez, avocat au barreau de Marseille. Bonjour Maître. Bonjour. Au lendemain de nouvelles annonces politico-scientifiques qui s'accompagnent de restrictions, notamment pour les boîtes de nuit, nous voulions revenir avec vous sur un cas particulier, puis un cas général d'un dossier que vous avez défendu, puisque vous avez plaidé le 30 novembre dernier le cas de deux restaurateurs qui, le 1er février 2021, avaient reçu à Biarritz une vingtaine de personnes dans leur restaurant et avaient terminé en garde à vue. Le procès devait se tenir un mois plus tard et puis il avait été renvoyé à fin novembre. Et fait assez rare, en tout cas pas courant, le parquet a abandonné les poursuites à l'audience. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, je pense que pour bien comprendre comment on en est arrivé à une situation comme ça, je pense qu'il faut revenir au départ de cette affaire. Oui. Donc, nous sommes le 1er février 2021, journée étiquetée désobéissance civile, Mm. et vous avez un couple de restaurateurs qui sert un repas à 20 personnes, dans des barquettes. Et manifestement, sur un signalement qui a eu lieu, les services de police débarquent dans le restaurant, mettent dehors les 20 personnes et mettent les deux restaurateurs en garde à vue. Donc, les deux restaurateurs sont placés en garde à vue et au cours de cette garde à vue, il leur est proposé une mesure de composition pénale. Donc, une mesure de composition pénale, c'est quoi? C'est vous acceptez le principe de l'infraction qui vous est reprochée et en contrepartie, vous n'êtes pas jugé devant un tribunal correctionnel. Il y a une sanction qui vous est proposée, vous acceptez cette sanction, généralement qui est prédéterminée à l'avance en fonction des faits qui sont qualifiés pénalement, et vous n'êtes pas jugé devant un tribunal correctionnel. Donc, les restaurateurs, au cours de la garde à vue, donc, ont refusé le principe de cette composition pénale et de ce fait, dans un premier temps, le dossier a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Bayonne donc pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui au motif qu'ils avaient ouvert leur restaurant et qu'ils avaient servi donc un repas à 20 personnes. Ce dossier, il est audiencé à juge unique à un mois. C'est-à-dire qu'il est audiencé à la base, une première audience avait été fixée au début du mois de mars 2021. Et donc, ce qui laissait quand même un délai relativement court pour organiser une défense. Et à partir du moment donc, où ce couple de restaurateurs a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, encore une fois, à juge unique, donc on est vraiment on essaye, si vous voulez, dans un premier temps, de banaliser un petit peu la situation, d'en faire quelque chose on essaie de graver un peu le principe de cette infraction dans le marbre, je dirais. Mm. Et à partir de cette période, donc, sont désignés trois avocats pour organiser la défense de ces restaurateurs, à savoir Maître Mehdi Boudjenan du barreau de Paris, Maître Jean-François Paulsen du barreau de Bayonne et moi-même. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que dans le cadre d'une audience correctionnelle à juge unique, généralement, c'est pour des dossiers qui ne nécessitent pas nécessairement de difficultés particulières. Donc, c'est quand même relativement rare que des avocats prennent des conclusions très fournies, je dirais. En fait, donc, mais nous, on a quand même organisé une défense en ce sens. On a pris la décision donc, de conclure ce dossier précisément et de soulever tous nos arguments de manière à être le plus efficace possible le jour de l'audience. Et donc, ces conclusions et pièces, elles sont transmises quelques jours avant l'audience du 1er mars. Et en fait, à partir du moment où la juridiction et le parquet ont été rendus destinataires de ces éléments, le tribunal prend la décision, c'est une mesure d'administration judiciaire, hein, donc c'est insusceptible de recours,
dans le contexte quand même assez explosif, le tribunal prend la décision de renvoyer le dossier en collégial, c'est-à-dire devant plusieurs juges. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'audience du 30 novembre 2021 est fixée, donc qui a eu lieu, qui s'est déroulée la semaine dernière. Et en fait, quand les débats ont démarré et que le dossier a été évoqué par la juridiction, le parquet a indiqué qu'il abandonnait les poursuites au motif que la qualification pénale de mise en danger de la vie d'autrui, ils ont reconnu que ça ne tenait pas la route par rapport aux faits qui étaient reprochés à ce couple de restaurateurs. Donc, nous avons plaidé ce dossier à l'audience malgré tout. Donc, bien évidemment, nous avons sollicité la relaxe de nos clients. Mais en tout état de cause, donc il y a une décision qui sera rendue mi-décembre 2021, donc d'ici peu. Et donc, encore une fois, la partie poursuivante, quand même, qui est le parquet, vous n'avez aucune partie civile dans ce dossier-là. Le banc des parties civiles était quand même étrangement vide. Et le parquet, donc encore une fois, abandonne les poursuites au moment de l'audience. Donc, en tout état de cause, je pense que quand même la décision devrait aller dans ce sens. Après, encore une fois, c'est pas moi qui prends la décision ni mes confrères, mais semblerait qu'on s'oriente quand même. Il y a une forte chance qu'on s'oriente vers une relaxe de ce couple de restaurateurs. Encore une fois, la qualification pénale qui avait été mise en avant par le parquet à l'appui des poursuites, c'était mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et encore une fois, on est parti d'une mesure de composition pénale. Et à partir du moment où on déploie une défense, donc on a déployé une défense bien évidemment sur le plan juridique, mais on a également, si vous voulez, fait appel à des experts qui sont tout à fait compétents dans leur domaine, aussi bien en toxicologie qu'en mathématiques, qu'en modélisation. Et à l'appui de cette défense, on a quand même produit des rapports d'expertise qui, si vous voulez, étaient de nature à démonter la base scientifique du décret qui était à l'origine des poursuites. Ouais. Parce qu'encore une fois, le parquet, à l'appui de ces poursuites, vise un décret du 29 octobre 2020. Donc, c'est un décret qui a été pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et ce décret du 29 octobre 2020, il fixe les mesures, les mesures à mettre en œuvre justement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Et parmi ces mesures a notamment été décidé de la fermeture des bars et des restaurants. Et donc, ce qu'on a fait aussi, nous, de notre côté, c'est qu'on s'est intéressé aux origines scientifiques de ce décret. Et donc, en fait, quand vous analysez la première page, vous voyez, donc il y a toute une série de textes qui sont visés. Et vous voyez que, et notamment visé, au niveau des documents scientifiques, un avis du Conseil scientifique du 22 septembre 2020. Et en fait, vous voyez que dans cet avis du Conseil scientifique, notamment, je vous invite à aller voir la page notamment 22 ou 21. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais vérifier. Voilà. Donc, vous avez la page 21 de cet avis, donc qu'on peut très facilement trouver sur Internet, vu que ce sont des avis qui sont publics. Encore une fois, les séances du conseil scientifique, elles ne sont pas publiques, mais les avis qui sont rendus sont publics. Et vous voyez qu'en page 21, il y a un chapitre consacré au lieu d'infection. Et on vous indique en substance que actuellement en France, en dehors des clusters, il n'est pas possible d'identifier le lieu d'infection des cas, faute de données disponibles. Encore une fois, moi, je fais une analyse, je suis assez rationnel et cartésien, on va dire. Et donc, je me base quand même sur les
les indications, le contenu de cet avis. Donc, encore une fois, je vous invite à aller les voir. Et vous voyez qu'en réalité, on fait vaguement allusion à une étude espagnole et à une étude américaine qui indique qu'en gros, les bars et les restaurants sont des facteurs de risque importants en matière de propagation de la Covid-19. Et depuis, l'exécutif a, c'est des études. depuis, l'exécutif a consolidé ce. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Ils ont consolidé cette présomption de contamination dans les lieux de convivialité, comme ils disent, grâce notamment à une étude Comcore de l'Institut Pasteur. Alors, Et c'est c'est quand cela même, que vous oui, attaquez. mais c'est exactement, mais il y a je l'attaque, mais dans le cadre d'une action qui est complètement distincte de l'affaire des restaurateurs de Biarritz. Oui, mais on pourrait dire que c'est le prolongement du cas général, peut-être. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le décret au moment du 29 octobre 2020, Oui, l'étude Comcore, elle n'existe pas. oui. Et le 1er février 2021, donc à l'époque Le de 1er février vos clients. 2021, l'étude Comcore, elle existe. D'accord. Et l'étude Comcore, c'est l'étude, on a bien compris, c'est l'étude qui est venue accréditer a posteriori les choix qui ont été faits par le gouvernement et notamment au rang desquels figure ce décret du 29 octobre 2020, en gros, qui vient vous dire ça confirme scientifiquement le bien fondé de ce décret. Si je dois synthétiser en une phrase, c'est comme ça que je le ferai. Et cette étude Comcore, elle est publiée pour la première fois sur le site de l'Institut Pasteur le 17 décembre 2020, si mes souvenirs sont bons. Et en parallèle, vous aviez notamment une interview du Premier ministre Jean Castex avec la journaliste Sodia Mabrouk sur Europe 1 qui vante les mérites de cette étude Comcore pour venir accréditer justement, encore une fois, le bien fondé des prescriptions édictées par le décret du 29 octobre 2020, encore une fois, qui a servi de base aux poursuites contre les restaurateurs pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc nous, ce qu'on a fait, donc là, si vous voulez, cette étude Comcore, elle a été analysée par des scientifiques et des mathématiciens, notamment vous avez un certain monsieur Pavant, dont j'avais fait état la dernière fois. Et monsieur Pavant analyse point par point cette étude qui est publiée et il en arrive à la conclusion qu'on est davantage face à un sondage d'opinion qu'une étude scientifique au sens stricto sensu du terme. Elle a d'ailleurs été réalisée avec l'IFOP. Donc, cette étude Comcore, elle a été réalisée conjointement par l'Institut Pasteur, par la Caisse nationale d'assurance maladie et par l'Institut de sondage Ipsos. Ipsos, pardon. Ouais. Donc, encore une fois, on est face à un scientifique indépendant qui vient vous dire totalement le contraire. Et il en arrive à la conclusion. Après ça, vous pourrez voir ça directement avec lui, parce que, encore une fois, moi, je suis compétent pour faire du droit, je ne suis absolument pas compétent pour faire de la science. Mais si je devais résumer en une phrase les résultats de son analyse, c'est que vous avez des questions qui sont totalement incohérentes, des questions extrêmement importantes qui sont totalement incohérentes et qui ne peuvent nécessairement qu'arriver à la conclusion de résultats totalement biaisés. Donc, donc ça, ce sont des éléments qui ont été mis en avant au soutien de la défense des restaurateurs dans le cadre du procès qui a eu lieu donc, devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Mais aussi dans une plainte. Donc, et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que en parallèle, j'ai été mandaté donc, par des associations Réinfo Liberté, mais également l'association Bon Sens, pour déposer une plainte pénale contre X, mais qui vise cette étude Comcore. Et les qualifications pénales qui ont été proposées au parquet à l'appui de cette plainte sont faux parce qu'on est potentiellement face à un faux et usage de faux, escroquerie et également potentiellement un trafic d'influence. Donc pourquoi ça a été fait?
Parce que M. Pavan, notamment, a plusieurs fois sollicité la contradiction scientifique. Et en fait, à chaque fois, il a trouvé porte close. Donc, à partir de ce moment-là, la seule manière de pouvoir se faire entendre, c'est de saisir la justice et en appeler au pouvoir judiciaire. Parce que manifestement, quand on essaie, c'est pas la première fois, quand on essaie d'instaurer la contradiction sur le plan scientifique, en fait, je me suis aperçu qu'en science, c'était comme en droit, la contradiction, c'était quelque chose c'était un point cardinal essentiel. Et manifestement, dans ce cadre-là, il est impossible de pouvoir débattre contradictoirement du bien fondé des analyses scientifiques qui sont retenues pour justifier de la politique sanitaire, que ce soit dans le cadre de ce décret du 29 octobre 2020 ou dans le cadre d'autres textes qui ont pu être pris. Donc, une plainte pénale contre X a été déposée. Et pourquoi contre X ? Tout simplement parce que, d'une part, on a une étude qui a été, je dirais, débunkée par un scientifique, mais on ne sait absolument pas comment elle a été réalisée, qui a fait quoi. On est impossible de déterminer les éventuelles responsabilités. Donc, ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que même si on peut avoir, même si on a, en tout cas moi, en tant que juriste, je considère qu'on a des indices quand même qui sont concordants pour pouvoir laisser présager l'existence de plusieurs infractions pénales. Il y a un principe fondamental aussi en matière pénale qui est le principe de présomption d'innocence. Alors, je sais bien qu'on est dans une époque où on a tendance à s'en passer, mais en tout cas, moi, en ce qui nous concerne, on essaie de faire les choses sérieusement, de manière pragmatique, et le principe de présomption d'innocence, ça veut dire qu'il faut rapporter la preuve de la culpabilité de personnes qui pourraient éventuellement être mises en cause dans l'élaboration de cette étude. Encore une fois, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cas échéant, c'est aussi bien aux plaignants qu'au ministère public, le cas échéant, s'il décide de poursuivre, de rapporter la preuve de la culpabilité d'éventuelles personnes qui pourraient être, dont la responsabilité pourrait être mise à jour, mise en évidence. J'espère être assez clair dans mes explications. J'essaie d'être le plus simple possible pour que tout le monde comprenne. C'est très clair pour tous ceux qui ne seraient pas familiers de ces arcanes judiciaires. Pour ceux qui se demandent à quel délai, à quelle échéance tout cela va se jouer, la plainte doit être traitée dans un délai de 3 mois, c'est bien cela ? C'est ça. Alors, elle a été déposée très récemment. Et effectivement, si on n'obtient pas de réponse au bout de 3 mois, on peut relancer pour que cette plainte soit, pour connaître l'issue du traitement qui sera réservé à cette plainte. Mais dans tous les cas, on peut aboutir à plusieurs situations. Vous pouvez avoir un classement sans suite. Et dans ces cas-là, quand une plainte simple, on va dire, dans un premier temps est classée sans suite, vous avez la possibilité d'en déposer une nouvelle, mais cette fois-ci directement auprès du doyen des juges d'instruction. Et là, dans ces cas-là, dans un premier temps, il y a le montant d'une consignation qui est fixé. Donc, une consignation, c'est de l'argent. C'est-à-dire, c'est une somme qui est versée. Et si, au bout, donc si l'enquête qui sera menée par un juge d'instruction, le cas échéant, aboutit à un renvoi devant le tribunal correctionnel, par exemple, là, la consignation, le montant de la consignation vous est restitué. Si on aboutit à une ordonnance de non-lieu, là, la consignation est perdue. Voilà, vous ne récupérez pas le montant. Donc ça, c'est dans le cadre d'une enquête qui est menée par un juge d'instruction. Et donc, encore une fois, donc voilà, c'est en cas de classement sans suite, vous avez la possibilité, ce qu'on appelle de forcer l'action publique. Ouais.
Et vous avez aussi une autre possibilité qui est que dans un premier temps, le parquet décide de l'ouverture d'une enquête préliminaire. Et à l'issue de cette enquête préliminaire, soit il classe sans suite, soit il peut renvoyer devant un tribunal correctionnel, soit il peut aussi, l'enquête peut aussi se convertir en information judiciaire. Donc encore une fois, la différence entre une enquête préliminaire et une information judiciaire, c'est qu'une enquête préliminaire est menée par un service de police sur les instructions du procureur de la République, alors qu'une information judiciaire, c'est un juge d'instruction qui est le pilote de cette enquête. Nous, dans tous les cas, ce qu'on attend de cette plainte, c'est à minima l'ouverture d'une enquête qui permette déjà de vérifier certains points, qui permettent ça, c'est extrêmement important, et deux, qui ouvre à la contradiction, tout simplement. Parce que quand vous êtes partie civile dans des enquêtes judiciaires, vous avez la possibilité de faire des demandes d'actes, de ne pas être un spectateur de l'enquête, mais d'être un acteur de l'enquête. Voilà. Et dernier point qui me semble quand même assez important à relever, c'est que cette étude qui a été critiquée par M. Pavan, cette étude Comcor, elle a été publiée dans la revue The Lancet le 7 juin 2021. 2021, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, donc, M. Pavan est allé vérifier la version de l'étude qui avait été publiée donc, dans The Lancet, encore une fois, à une époque où on sort de l'état d'urgence sanitaire et donc où le décret du 29 octobre 2020 a cessé de produire ses effets. Parce qu'en fait, la publication, c'est ce qui permet, ça veut dire qu'il y a eu une relecture par les pairs et que, disons, on va dire, ça donne une valeur probante encore plus accentuée à la version de base du mois de décembre 2020. Et en fait, M. Pavan s'est aperçu de quoi? S'est aperçu que la version publiée, dans cette version publiée, il avait été tenu compte des différents points qui avaient été critiqués, et notamment des questions litigieuses qui revêtaient un caractère incohérent. Et sur lesquelles on ne lui avait pas répondu quand il avait été essayé par les voies normales, habituelles Voilà, tout à fait. Et forcément, il avait eu plusieurs prises de position publiques dans certains médias où il expliquait en quoi il considérait que cette étude Comcor, elle reposait sur des bases fragiles, voire même potentiellement frauduleuses. Et ces points, manifestement, il en a été tenu compte dans la version qui a été publiée dans The Lancet. Problème quand même de taille, le texte avait cessé de produire ses effets. Merci de nous avoir précisé ces derniers points. On aura l'occasion peut-être de l'évoquer aussi avec Vincent Pavan. Et merci beaucoup de nous avoir expliqué comment vous portez la contradiction politique, scientifique sur le terrain judiciaire, faute de mieux, puisqu'elle ne peut visiblement pas s'exercer totalement ou librement ailleurs. Et merci d'avoir pris le temps, surtout pour une deuxième tentative suite à des problèmes de son la première fois. J'espère que cette fois-ci, la problématique sera résolue. Ça devrait aller. Et merci pour vos explications pour les lecteurs et auditeurs de France Soir. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.